Margarita. Somnata, quand il va tomber, tu vas rejoindre l'opposition. Dos, dos, taratos. Bah, ça bouge, c'est bon. Les nouvelles ne sont pas mauvaises, les amis, ne vous inquiétez pas. Les nouvelles sont plutôt très bonnes. Je vais parler. Aka. Beaucoup de gens parlaient comme toi à Aesop. Quand le chassement est arrivé en Libye, les célébrations n'étaient pas de Calafion il y a 2 jours. Il y avait près de 10 000 personnes à Tripoli. 10 000 personnes. Ça, c'est là. Dans un pays, à 10h30, quand on police le pouvoir, et plus tard, ce sera la guerre civile. Un pays absolument bien fatigué. Président élu, je peux vivre éternellement. Un changement. Et tort, ce sera la guerre civile. Élu d'une fois, élu 3 fois, élu 4 fois. Dictature. Bonsoir chers amis, bonsoir chers compatriotes. Je parle aujourd'hui pour vous expliquer ce que c'est que le chassement. Beaucoup de gens parlent du chassement, on entend parler du chassement, des gens ont des interprétations différentes, je lis beaucoup de choses, j'écoute beaucoup de choses, j'écoute des gens.
je m'entretiens avec beaucoup de gens pour savoir ce qu'ils ont en tête et comment ils interprètent, désolé, comment ils interprètent le chassement. Donc, je voulais clarifier 2 ou 3 choses. Il faut d'abord savoir, de prime abord, que le chassement est un processus démocratique, populaire, non violent, mais révolutionnaire. C'est très important de le dire. C'est important de le dire parce que dans l'imaginaire, dans les représentations, dans les discours, les gens ont l'impression que la question du départ de Biya que nous posons aujourd'hui, parce que Paul Biya est incontestablement devenu le problème du Cameroun, est un mécanisme qui est violent. Non, le peuple n'a pas les armes. Nous n'avons pas d'armes. Je n'ai pas d'armes. 1, je n'ai jamais vu une balle. Je dis bien une balle. Je n'ai jamais vu une balle. 2, je sais non plus tirer. Et 3, je n'ai jamais vu un corps criblé de balles. Donc, nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons que cette volonté de vouloir changer les choses. Cette volonté de vouloir créer une nouvelle république, de vouloir réinventer un citoyen. Cette volonté de vouloir créer une dynamique positive, ce qu'on appelle en anglais le good feeling. Le good feeling, c'est-à-dire que c'est une situation, un contexte, un environnement qui permet à une société de se développer, de grandir et de progresser. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que quand l'individu évolue dans un environnement, dans un contexte dans lequel il peut aller tranquillement à l'école, parce qu'il sait qu'il y a un mécanisme institutionnel et politique qui permet son épanouissement, il a la capacité de réussir et de rêver. Aucune société ne se développe sans qu'on crée le good feeling. Les Chinois aujourd'hui, que vous voyez partout dans le monde, des Chinois qui explosent, qui sont en rivalité avec les Américains, c'est simplement parce qu'il y a un contexte de good feeling qu'on a créé en Chine, en dépit du contexte politique. Donc la question, et ce que nous essayons de mettre sur la table aujourd'hui, c'est comment créer le good feeling chez les Camerounais. Il n'est pas question de prendre les armes parce que nous n'avons pas les armes, mais le peuple est souverain. Le peuple est le seul instrument qui permet de réguler une société. C'est le peuple qui détermine quel sera son avenir, quelle sera sa trajectoire. Et c'est à ce peuple-là de choisir celui qui prédestinera aux destinées de cette nation. Nous sommes arrivés, malheureusement, au Cameroun à un moment critique de notre histoire. Parce qu'il faut le marteler peut-être, il faut le redire. Monsieur Biya a 35 ans de pouvoir. Monsieur Biya a 85 ans et plus, parce qu'à l'époque de Monsieur Biya, il n'y avait pas d'acte de naissance. Donc il est possible que Monsieur Biya, en fait, ait plus de 85 ans. Et quand un grand-père, parce que ceux qui disent que nous demandons le départ de Biya, et ils sont contre, ils n'ont qu'à aller voir leur grand-père chez eux. Ils n'ont qu'à voir comment, quand quelqu'un a 85 ans, 90 ans, en Occident, il est dans les maisons de retraite. Parfois, on le nourrit. On doit l'accompagner aux toilettes. Donc, à 85 ans, on n'est plus capable d'avoir tous ces sens ou toute la capacité de résoudre des problèmes aussi cruciaux que la gouvernance d'un pays. Gouverner un pays, ce n'est pas boire du harki ou boire du vin de palme. Gouverner un pays est très compliqué et pour cela, il faut quelqu'un qui a toutes les capacités physiques, morales, intellectuel de conduire les destinées de ce pays, surtout un pays comme le Cameroun. Parce que gouverner le Cameroun n'est pas facile, non seulement du point de vue stratégique, du point de vue géographique, du point de vue démographique. Donc, on a besoin d'un président qui doit avoir une vision futuriste, un président qui doit faire rêver, qui doit encourager. Or, M. Biya est dans l'incapacité aujourd'hui, une incapacité physique, ce qui est clair, parce que quand vous avez votre grand-père qui a 85 ans, voire plus, ou disons 90 ans, vous n'allez pas dire qu'il est aussi rationnel que votre père qui a 50 ans. Parce que ne nous demandez pas de soutenir M. Biya, qui a 85 ou 90 ans, ou voire plus. Alors que dans vos propres familles, quand vos grands-pères ont 85 ans, 90 ans, vous dites le grand-père dérange, il est fatigué, il dort. Pourquoi vous, dans vos familles, vous estimez que le grand-père est vieux, le grand-père ne peut plus faire 2 ou 3 choses. Et vous nous dites que l'on laisse Biya à la tête d'un État. C'est-à-dire que M. Biya a pouvoir de vie et de mort sur vos vies.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est qu'être président de la République. Parce que j'ai l'impression que certains Camerounais pensent que être président, c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est qu'il détermine votre avenir, l'avenir de vos enfants, des générations futures, l'avenir de votre voisin, de votre cousin, de votre oncle, de votre tante. Or, à 90 ans, on ne peut plus. C'est une question physique. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour le savoir. On a simplement besoin d'observer. L'observation est le premier élément de l'analyse. Le premier indicateur. Or, à 85 ans, M. Biya n'est plus en capacité de conduire le Cameroun. Et pour le chasser, parce qu'il a construit un appareil qui l'encadre, qui le supporte et qui l'encourage, il faut impérativement que le peuple qui est souverain, le peuple qu'il a laissé au pouvoir pendant 35 ans, puisse à un moment donné décider de son départ. Cependant, il n'est pas question seulement de faire partie Biya. Parce que Biya, c'est l'individu. Maintenant, il faut faire partie Biya dans la tête des Camerounais. Biya a mangé le cerveau, comme on dit au quartier des Camerounais. C'est-à-dire que Biya a installé un logiciel dans nos têtes qui nous font penser qu'il est là. C'est-à-dire que le Camerounais vit aujourd'hui dans un contexte où il estime qu'il n'y a personne pour conduire les destinées du Cameroun à part M. Biya. Je ne sais pas si vous comprenez très bien ce qui se passe. C'est-à-dire que on est à un stade où certains Camerounais estiment que le Cameroun finira quand M. Biya partira. C'est terrible. Pourtant, les mêmes Camerounais sont arrivés sur Terre. Ils ont trouvé Biya. Ils voient des membres de leur famille mourir. Mais ils estiment qu'à part Biya, personne d'autre ne peut conduire les destinées du Cameroun. C'est simplement hypocrite, c'est simplement méchant et c'est simplement égoïste. Parce que à un moment donné, il faut savoir dire nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués parce que il y a des problèmes partout. Vous avez actuellement, au moment où je vous parle, des agents de la communauté urbaine de Douala qui ont été licenciés en violation complète du droit du travail, qui sont en train de faire une grève depuis une semaine. Et il n'y a même aucune négociation avec ces gens. Je dis bien, il n'y a aucune négociation des pères de famille, des mères d'enfants. Vous avez les enseignants du secondaire qui sont en train de vouloir faire une grève. Vous avez les enseignants, les docteurs qui sont sortis des universités camerounaises, qui sont mécontents. Vous avez tous les corps de la société dans l'armée. Les militaires se plaignent, qui sont mal nourris. Je vous prends ces 4 cas de figure. Je ne vous parle même pas des médecins. Parce que vous et moi, nous avons suivi l'actualité de la contestation chez les médecins. Quand un pays atteint ce type de problème structurel, ça veut dire qu'il y a un problème majeur. Et le problème majeur, ce n'est pas des solutions apportées à des corps de métier. La résolution passe justement par un changement également structurel. Et le changement structurel, c'est incontestablement le départ de M. Biya parce que c'est une question de management politique. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Si nous continuons à laisser M. Biya au pouvoir, des gens, des secteurs vont multiplier des contestations et au fur et à mesure, vous ne parviendrez plus à résoudre les besoins les plus élémentaires de vos familles. Certaines personnes estiment que nous devons nous taire. Certaines personnes estiment que nous voulons la guerre. Mais c'est du n'importe quoi. C'est un discours essentiellement tenu par des gens qui profitent du système. Tout simplement parce que dans tous les pays du monde, prenons le cas par exemple du Burkina Faso, M. Compaoré a tenté d'imposer le pouvoir à vie au peuple. C'est le peuple qui s'est levé et le peuple l'a chassé. Je vais vous raconter quelque chose. Et c'est très important que vous m'écoutiez. Moi, j'ai été à Dakar, au Sénégal, il y a quelque temps. J'ai discuté avec un ancien proche de Wade. J'ai dit bien très proche du président Wade. Le soir de l'élection, M. Wade a appelé un officier de l'armée qui commande les troupes. Il lui a demandé de mettre l'armée dehors pour empêcher que Macky Sall, l'actuel président, devienne président. Macky Sall qui était conduit par le mouvement qu'on appelle M23.
Le chef de l'armée lui a dit, je ne peux pas mettre l'armée pour tuer les Sénégalais parce que le peuple a décidé de te faire partir. Oui, c'est un général qui a répondu comme ça à Macky Sall, à Abdoulaye Wade, pour moi. Voilà le rôle de l'armée. Voilà le rôle de l'armée. Parce qu'il voulait rester au pouvoir et le peuple avait dit, nous n'en voulons plus de Wade. Nous ne voulons plus de Wade et Wade doit partir en dépit de ce que Wade a fait au Sénégal. C'est-à-dire que quand vous voyez Dakar, Dakar n'a rien envie à Yaoundé. C'est-à-dire les Camerounais n'ont que la bouche là. La bouche, vous parlez là. Les Camerounais là, on parle beaucoup. Nous sommes fiers de notre pays. On insulte tout le monde. Moi-même qui vous parle là. Quand quelqu'un parle mal du Cameroun, je l'insulte. Je gueule. Tu connais Douala, tu connais Yaoundé, tu connais comment on vit. Je raconte ce que je veux raconter. Mais en réalité, quand vous voyez Dakar, les autoroutes, les échangeurs, la politesse des taximans, la population qui est serviable, les services de base, les supermarchés. Au Cameroun, c'est une découverte. On dit Carrefour vers un supermarché. Quelqu'un écrit, le Cameroun changeait déjà. Il y en a au moins 50 à Dakar. Le mouvement de la Renaissance, les boîtes de nuit, une capitale occidentale afropolitaine. Ça veut dire que dans ces pays, en dépit des problèmes qui sont inhérents à la gouvernance internationale ou la gouvernance de manière générale, parce que la corruption, elle est partout. Donc même aux États-Unis, en France, partout, en Russie, il y a de la corruption. Mais on a réussi, dans certaines villes, dans certains pays, à construire un imaginaire de la réussite. On fait quelque chose. Mais au Cameroun, vous avez un président de la République, où nous avons un président qui a fait 35 ans de pouvoir, qui n'a même pas pu mettre de l'eau à côté du palais présidentiel. Parce que les symboles sont très importants dans la contestation ou dans la réflexion. C'est-à-dire, à côté du palais présidentiel, les populations quittent leur ménage pour aller puiser de l'eau au palais présidentiel après 35 ans, dans un pays qui a l'or, les mines, la forêt, des gens hyper intelligents qui sont à la NASA, qui sont au département d'État, qui sont dans toutes les organisations internationales. Vous trouverez des Camerounais. Mais vous n'avez même pas d'eau à proximité du palais présidentiel. Je ne vous parle même pas de l'électricité. Parce que même chez le président, il n'y a pas d'électricité. Et certains réussissent l'exploit de nous faire savoir que nous devons maintenir Biya au pouvoir pendant 7 ans à nouveau. C'est quelque chose d'inimaginable. C'est terrible. Parce que ces gens, en fait, ils parlent pour eux. Ils ne parlent pas pour le peuple. Il y a des régions qui ne connaissent même pas ce qu'on... Il y a des villes, des villages dans ce pays qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la lumière. Je ne sais même pas si vous savez ça. Il y a des régions qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle la lumière au Cameroun. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle le goudron. Quand ils arrivent, ils voient le goudron, ils pensent qu'ils sont à Paris. Vous ne vous rendez même pas compte parce que certains restent dans leur petit Yaoundé ou le petit Douala, Bafoussam et Bolova et ils pensent que le Cameroun c'est ça. En réalité, ce n'est que 15% de la population. On n'arrive même pas à faire sortir les plantains de la brousse pour alimenter les marchés parce que la crise alimentaire, les produits chers qu'il y a au Cameroun, c'est parce que les Camerounais ne produisent pas. Hein. Ne vous trompez pas. On produit beaucoup dans nos villages. Les femmes souffrent. Parce que oui, les femmes souffrent. Ce sont principalement les femmes dans un contexte de masculinité hégémonique. Ce sont les femmes. Elles produisent beaucoup. Mais elles n'ont pas les moyens de faire monter la nourriture dans les villes parce qu'il n'y a pas de route. Les produits sont chers. Vous voulez maintenir M. Biya au pouvoir. Mais vous allez acheter l'oignon bientôt à 300. Ou à 500 le kilo. Ou à 1000 francs. Le plantain, n'en parlons pas qui a grimpé, ni les bâtons de manioc. Moi, j'ai grandi. On achetait le bâton de manioc à 25 francs. Un bâton comme ça, un blanc bâton. Nous, on allait au lycée avec 300 francs. Et on mangeait bien. On cotisait, même on cherchait les filles avec 300 francs par jour. Parce que quand on avait 500, c'était très bon. Et nous étions contents. Aujourd'hui, avec 100 francs, tu ne peux plus bien manger quand tu es élève ou quand tu es étudiant. Pourtant, il y a encore 15 ans, 20 ans, c'était possible. Ça veut dire que le pays va de mal en pire. Et quand le pays va de mal en pire, le peuple a le devoir de prendre ses responsabilités
et prendre ses responsabilités à un niveau, c'est dire, il y en a marre. Nous sommes fatigués. Nous voulons autre chose. C'est ça la réalité. Il ne s'agit pas d'un mouvement né simplement d'une critique naïve ou personnelle de l'État. Mais il s'agit d'un problème structurel. Parce que même chez le président de la République, et mes frères Boulou me le savent, parce que moi je suis Boulou, je suis bêtise, je préfère ne même pas dire bêtise, parce que beaucoup de gens qui parlent souvent ne savent même pas de quoi ils parlent. Donc, ils savent très bien de quoi je parle. Nous, on mangeait le bâton à 25 au lycée classique de Son-Ménima. 25 francs, un long bâton de manioc. On mangeait bien avec le haricot, le jazz. Le jazz. On mangeait un bâton, le jazz. Tu manges ça à midi, là. Quand maman a préparé ma tu ne veux même plus manger. Mais aujourd'hui, avec 100 francs, quand on donne 100 francs à l'enfant pour aller à l'école, il insulte papa. Il insulte papa avec raison. Il dit que papa est irresponsable. Les enfants sont têtus, pourquoi? Vous dites qu'il y a de la délinquance. Moi, je suis criminologue. Vous dites qu'il y a la délinquance. Mais la délinquance également naît du contexte familial. L'incapacité des parents, parfois, à contrôler leurs enfants. Mais le contrôle de l'enfant également naît de la capacité à répondre à ses besoins. Parce que si tu ne parviens pas à conforter ton enfant, à lui procurer un rêve au-delà de l'extérieur, à l'éduquer, de telle enseigne qu'il pense que ce que tu sois son modèle, il va aller regarder ailleurs. Et en allant regarder ailleurs, il va entrer dans des groupes déviants. Voilà les problèmes basiques qui permettent de constater qu'il y a véritablement un problème dans ce pays. Et quand il y a un problème, il faut trouver une solution. Des gens me disent, Boris Berthold, nous on vient pour l'information. On veut l'information. Il faut que tu nous parles de telle grève, tel problème, tel détourneur. Depuis 3 ans, chers amis, je fais un follow quotidien de l'actualité camerounaise. Je regarde tous les problèmes, j'aide les gens où ils se trouvent, comment ils sont, leurs conditions. Je ne cherche pas à savoir la condition sociale, la région, ça ne m'intéresse pas. Mais à un moment, je suis fatigué. Je suis fatigué de parler des problèmes des gens tous les jours. Quand tu as mal à la dent, tu ne restes pas à la maison. À un moment, tu décides que non, je vais chez le docteur et le docteur te dit on enlève les bêtises. Voilà le problème. C'est que vous ne pouvez pas avoir toutes les dents qui sont malades. Les dents sont malades partout. Vous avez 32 dents, 18 dents sont malades. La santé est malade, l'éducation est malade, l'économie est malade, la diplomatie est malade, l'armée est malade. Et vous continuez à dire que vous allez vivre. Non, vous ne pouvez pas vivre avec toutes les dents malades. Il va falloir les enlever. Et c'est là le problème aujourd'hui. On a un gouvernement irresponsable qui est tenu par un homme qui a 85 ans et qui doit partir. Voilà l'enjeu aujourd'hui. Il est question de faire partir Biya de manière démocratique, mais il doit partir. Il doit partir parce que seul le peuple peut faire partir Biya. Je dis bien, seul le peuple peut faire partir Biya. Des gens demandent sur l'opération chassement est une opération conduite par des gens qui veulent aller en dehors du processus. C'est faux. C'est faux. Parce que je vais vous dire, cette opération-ci s'inscrit dans le cadre profondément institutionnel. Parce que c'est depuis 2014 que des gens pensent à faire partie Biya. Nous avons travaillé depuis 2014, pour ceux qui ne le savent pas, sur des stratégies pour construire un mouvement social qui va booster l'action des partis politiques. Le chassement que vous voyez aujourd'hui n'est pas du hasard. C'est-à-dire qu'il y a depuis 4 ans, des gens qui appartiennent à des organisations politiques, des gens de la société civile, avaient commencé à penser le départ de M. Biya. Et justement, il y avait, dans toute la stratégie globale, un axe lié à la création et la construction d'une mobilisation populaire. Donc, l'idée du chassement sur laquelle nous travaillons aujourd'hui est une idée qui est historique. Elle a une histoire, elle a une trajectoire qui n'est peut-être pas connue par tout le monde. Mais nous savons très bien que c'est dans ce registre-là sur lequel nous travaillons depuis même Stand Up for Cameroun.
L'opération Stand Up par Cameroun, initiée par une coalition de l'opposition camerounaise, c'était également pour faire partie, M. Biya. Pourquoi? Parce que l'opposition vise à renverser le pouvoir en place. C'est-à-dire que renverser le pouvoir en place, ça veut dire faire partie Biya. Aussi simple que ça. Ce n'est pas parce qu'on utilise chassement. Chassement, ce n'est qu'un mot. Mais la vérité, c'est qu'il faut faire tomber M. Biya parce que Biya est le problème du Cameroun. Ne vous trompez plus jamais. Il n'y a personne d'autre aujourd'hui à mettre en cause par rapport à la réalité camerounaise. Il est temps que des Camerounais prennent conscience du problème de ce pays et décident de s'engager vers le changement. Personne ne va vous sauver. Ne vous trompez pas. Personne ne va vous aider, même pas la communauté internationale. On est capable de vous laisser vous entretuer, de vous laisser être géré par l'élite politique en place à Yaoundé, de vous laisser mourir sans médicaments dans les hôpitaux. Tout simplement parce qu'on n'en a que cure en fait. Your life doesn't matter. Vos vies n'importent pas. Ça veut dire que si les Camerounais ne se battent pas, personne ne vous sauvera. C'est pour ça que le peuple doit se lever. C'est pour ça que le peuple doit se conscientiser. Biya habite dans vos têtes. Et il faut que vous le sachiez. Beaucoup de Camerounais ne savent pas en fait qu'ils sont possédés par Biya, qui n'est pas seulement l'individu. Parce que Biya, ce n'est pas l'individu. Biya, c'est une manière de gouverner. C'est une manière de penser. C'est un art du contrôle des esprits. Les Camerounais sont devenus eux-mêmes leurs propres policiers. C'est-à-dire qu'au Cameroun, tu n'as pas besoin de la police pour les contrôler. Les Camerounais se dénoncent entre eux. Ton frère te dénonce, tel te dénonce. Parce que justement, le régime Biya est un régime tellement policier qu'à un moment, des Camerounais estiment qu'ils sont inconsciemment des policiers et décident de faire la police sur leurs propres frères. C'est pour ça que Biya n'est pas seulement l'individu. C'est tout un imaginaire de la vie qu'il faut déconstruire. C'est tout un rapport à l'humanité. C'est toute une manière de faire, d'agir, de penser le monde qu'il faut détruire. Il faut recréer l'humain. Il faut recréer l'amour de l'autre, l'amour du prochain. Il faut réinventer une société. Il faut reconstruire la démocratie. C'est de ça qu'il est question. Parce que M. Biya n'est pas seulement l'individu. M. Biya également, ce sont les représentations que vous avez du pouvoir. Le pouvoir imaginé en tant qu'accumulation. Vous avez des gens qui vous parlent du tour, c'est notre tour. La République, c'est pas les tours en réalité. La République, c'est l'art de proposer. La République, c'est comment construire le vivre ensemble. L'en commun, c'est ça la République. Et c'est ça qu'il faut chasser dans les têtes des gens. Dans la question du chassement, vous devez l'entrevoir de manière plus globale. Pas la limiter à Biya. Parce que oui, il y aura prise de la pause centrale. Il y aura prise de la pause centrale. Depuis 30 ans dans ce pays, nous n'avons jamais été à un moment où nous pouvons dire que Biya vit forcément ses derniers mois à la tête de l'État du Cameroun. Ça va prendre peut-être encore 12 mois. Maximum 72 mois. Maximum. Mais il vit forcément ses derniers moments à la tête de l'État du Cameroun. Mais ce départ, ce n'est pas seulement l'individu. C'est nous que nous devons changer. J'écoute les frères de la diaspora et je m'adresse à eux. Dire parfois, non, rentrer au Cameroun, faire deux choses, laisser les Camerounais en paix. Mais quand ces gens de la diaspora vous parlent, demandez-les ce qu'ils font ici. Oui. Surtout ceux qui sont en France. Parce que l'un de nos problèmes, c'est ces Camerounais de la France là. Ceux qui bloquent tout changement au Cameroun, ne vous trompez pas. Les acteurs du blocage du changement au Cameroun sont en France. Demandez-les ce qu'ils font en France, en réalité. Ils fuient leur propre pays. Ils viennent s'installer chez les Blancs. Des gens qui ont fait des guerres. Des gens qui sont battus. Des gens qui luttent tous les jours. En France, il y a les manifestations tous les jours. Discutez avec n'importe quel anglo-saxon ou européen. Il va vous dire que les Français manifestent pour rien. Pour des choses les plus inutiles, les Français manifestent.
Ils s'asseyent en France, ils bénéficient de l'assurance maladie, ils bénéficient du transport, ils ont du téléphone, ils ont l'électricité, ils ont le gaz, ils ont les routes. Et ils vous disent, laissez-les comme ça, ils sont bien. Est-ce que ce n'est pas de la méchanceté? Quand ils quittent Paris, ils prennent des avions, ils descendent au Cameroun, ils descendent en Simalène. La route de Simalène, l'aéroport de Simalène, quand l'avion atterrit, ça fait dougoum, dougoum, dougoum. Il y a les trous sur l'aéroport. Après, l'aéroport ne sent pas bon. Il n'y a presque pas de toilettes. C'est pas confortable. Ils prennent maintenant la route de l'aéroport. Pour Yaoundé, c'est autre chose. Des doudanes partout, la brousse et tout le reste là. Ils ne disent rien. Ils ne vous disent rien. Ils vous disent que non, le Cameroun l'est bien. Après, il reste ils mangent l'argent, ils distribuent 10 000, 15 000, 20 000. Ils draguent les petites filles, ils jouent au beau avec les beaux habits et tout. Ils prennent leur avion, ils rentrent. Ils arrivent ici, ils vous disent que le Cameroun est bien. Si ce n'est pas de la méchanceté, qu'est-ce que c'est? Aucun Camerounais sérieux, aucun Camerounais sérieux qui vit à l'étranger ne peut soutenir ce gouvernement. Ceci ne veut pas dire effectivement que tous les Camerounais qui vivent en France sont comme ça, non. C'est que beaucoup sont comme ça. Parce que comme beaucoup de Camerounais qui sont au Cameroun, ils sont égoïstes. Ce sont des égoïstes. Des gens qui pensent essentiellement à eux et ne vivent que pour eux. Ils ne pensent pas aux autres. Parce que personne ne sérieux, je dis bien, personne ne sérieux, qui a fait l'effort d'aller au Sénégal, au Ghana, je ne parle pas du Nigeria. Je dis bien, je vais même vous dire quelque chose de très grave. Le Togo, le petit Togo, l'aéroport de Lomé est au-dessus de l'aéroport de Yaoundé. Ça, vous ne savez pas. Beaucoup de gens ne le savent pas. Même Lomé même a des autoroutes. La CEDEAO, c'est-à-dire que des autoroutes en plein Lomé. Des autoroutes. Nous n'en avons pas chez nous. Qu'est-ce que nous on a fait à Dieu? Qu'est-ce que nous avons fait à Dieu? Pour ne pas mériter, avec toutes nos compétences, avec toutes nos intelligences, avec toutes nos richesses, de ne pas avoir un pays dans lequel nous sommes fiers. Nous devons incontestablement penser à changer. Nous devons incontestablement penser à nous mobiliser. Nous devons incontestablement définir et choisir la voie du départ de Biya. Des Camerounais se plaignent de la question anglophone. Oui, la question anglophone. Mais c'est M. Biya le problème. Parce que nous devons nous dire des vérités. Qui peut dire que nos frères anglophones ne sont pas marginaux? Qui peut le dire de manière honnête? Personne. Quelqu'un de sérieux. Parce que même dans la diaspora camerounaise, on marginalise les anglophones. Donc imaginez alors aux plus hautes instances de la République. Depuis 2 ans, M. Biya aurait pu au moins aller à Bamenda, à Boya. D'ailleurs, il est d'abord allé où? Biya est allé où dans sa vie? Il avait dit que quand Yaoundé respire, le pays vit. Mais le pays, ce n'est pas Yaoundé. Le pays, ce n'est pas Yaoundé. On ne peut pas construire un pays sur cette représentation du pouvoir. On ne peut pas vivre dans un contexte où, à travers le langage, on construit l'exclusion et la marginalisation. On ne peut pas. Toutes les régions du Cameroun souffrent. Il faut le savoir. Toutes les régions du Cameroun souffrent. Ceux qui vous disent qu'ils ne souffrent pas sont ceux qui bénéficient du régime. Sont ceux qui mangent la souffrance du peuple. Sont ceux qui oppriment le peuple. Du nord, de l'est, du sud, à l'ouest, du littoral à l'extrême nord. Tout le monde souffre dans ce pays. Les problèmes sont structurels et non sectoriels. Je répète, les problèmes sont structurels
et non sectorielle. Donc, il faut une réponse structurelle à des problèmes structuraux et non une réponse conjoncturelle à des problèmes structuraux. Or, le problème structural que nous avons, c'est que nous avons laissé M. Biya au pouvoir pendant 35 ans. Biya est incontestablement le problème du Cameroun et il faut le faire partir. Et la dynamique en cours a pour objectif de le faire partir. C'est une mobilisation du peuple en action avec les organisations politiques. Nous allons recréer, et je vous le dis, nous allons recréer le mouvement M23 au Sénégal, qui s'est passé au Sénégal. Nous allons recréer au Cameroun. Et beaucoup de gens, y compris dans l'appareil de l'État, c'est pour ça que la sortie de Moukete est très intéressante, pensent aujourd'hui qu'on ne pourra pas avoir la paix. On ne pourra plus avoir la paix dans ce pays si on ne fait pas partie de M. Biya. Parce que M. Biya est vieux. Il ne pense qu'à dormir, à lire une ou deux notes, à signer des documents, à manger, à se coucher et à savoir si Brenda Junior et ses cousins vont bien. Les questions d'eau, d'électricité ne l'intéressent pas. Il s'intéresse à la crise anglophone parce qu'il a l'impression que le Cameroun est menacé. Et c'est son pouvoir en réalité. Mais ça n'intéresse pas vos vies là. Les enseignants qui se manifestent là et qui veulent... Ce n'est pas le point de billet. D'ailleurs, il n'y a même pas l'argent pour vous. Que je vous dise d'abord. Donc, les enseignants qui sont en train de manifester là, ils vouloir manifester, il n'y a pas l'argent pour vous. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Ne vous trompez pas. Donc, je vous le dis déjà, pour que vous le sachiez. Donc, vous pouvez savoir donc quelle est la seule chose à faire. C'est M. Biya qu'il faut faire partir pour un début de solution dans ce pays. Pour un début de solution, il faut commencer à faire partir M. Biya. C'est une question de vie ou de mort. Moi, ne vous inquiétez pas pour moi. Moi, je suis un mort. Moi, je vis étant mort. C'est-à-dire, quand je vis tous les jours, je sais que je peux mourir. Lorsqu'on est assez vieux pour mourir. Moi, j'ai déjà fait ma part. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi. Inquiétez-vous pour vos enfants. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Plus vous maintenez M. Biya au pouvoir, plus vous accélérez la crise. Et je vais vous dire, il y a un message qui circule actuellement. Un message très intéressant qui permet de vous montrer à quel niveau nous en sommes. On peut tout reprocher à nos frères anglophones dans la radicalisation. Mais on ne peut pas les imposer, les reprocher d'avoir le droit de dire il y en a marre. On ne peut pas reprocher à des gens qui souffrent, qui vivent l'exclusion, qui ont la misère, dont on tape les enfants, on viole les filles, on tue les grands-mères, de dire que nous sommes fatigués. Qu'est-ce qui coûte à M. Biya d'appeler à une concertation? M. Biya a arrêté en janvier 2017 l'axe modéré de la contestation anglophone pour laisser la voie à la sécession parce qu'il pensait qu'en radicalisant le mouvement, il allait construire l'hégémonie, renforcer l'hégémonie et la répression des francophones contre les anglophones. C'était un calcul politique. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à la guerre. Les gens vous disent que on ne veut pas la guerre au Cameroun. On ne veut pas la guerre au Cameroun. On ne veut pas la guerre au Cameroun. Mais bon sang, le Cameroun est en guerre depuis 4 ans. Je ne sais même pas si vous le saviez. C'est ce que le texte de Libération de ce matin appelait conflit de basse intensité. Le Cameroun est en guerre. Donc ceux qui arrivent ici, là, disent que on ne veut pas la guerre. Le Cameroun est en guerre. Ce n'est plus qu'on ne veut pas la guerre. Le Cameroun est déjà en guerre. Ce qu'il faut empêcher, et c'est pour ça qu'il faut chasser Biya, c'est que la guerre devienne un conflit de haute intensité. C'est-à-dire qu'on a des bandes armées ou des rebelles qui se lèvent et décident de marcher sur Yaoundé. Là, c'est très grave. Et nous ne devons pas accepter ça. La seule chose que nous pouvons faire pour empêcher ça, c'est de faire partie de M. Biya. Voilà l'importance de la démarche en cours. Si vous ne saviez pas. Voilà l'importance de la démarche en cours. Du chassement. C'est ça le chassement. Enlever Biya pour limiter les dégâts du chaos.
Parce que le Cameroun est en guerre contre Boko Haram. Mais pourquoi Boko Haram a grandi au Cameroun? Mais Boko Haram a grandi au Cameroun parce que le niveau de précarité de l'extrême nord est inestimable. Parce que beaucoup de Camerounais, quand ils s'asseyent à Yaoundé, à Douala, ils ne connaissent même pas l'arrière-pays. Ils ne savent même pas que les gens vont dans des écoles qui ont été financées à près de 12 millions, où il n'y a pas de toit, où il n'y a que 2 salles, il n'y a même pas, il y a les pailles. Pourtant, des gens ont volé l'argent. Vous ne vous rendez même pas compte de la souffrance des gens de l'arrière-pays. Vous restez dans votre petit confort de Yaoundé et vous pensez que le monde s'arrête là. Pourtant, vous n'avez même rien. Vous n'avez vraiment rien en réalité. Vous n'êtes que des petits esclaves. Parce que je me demande comment un jeune homme gagne 200 000. Il a une licence. Ou un master. Il gagne 200 000. Il pense qu'il vit bien. Tu vas faire quoi au Cameroun avec 200 000? Pourtant, ta même licence, ton même master peut te permettre d'avoir plus dans un pays mieux géré. Mais rêvez. Mais rêvez plus. Un pays mieux géré. Tu peux travailler dans des multinationales qui vont s'installer au Cameroun. Tu peux travailler encore dans des sociétés d'État où on ne va plus voler l'argent n'importe comment et tu seras bien payé. Mieux que ce que tu gagnes aujourd'hui. Mais vous voyez des jeunes qui, parce qu'ils touchent 200 000 ou 230 000, 250 000, estiment qu'ils ont le sommet du monde. Et il faut maintenir Biya au pouvoir. Pourtant, ces mêmes jeunes, si on fait partie Biya, dans 4 ans ou 5 ans, ils pourront gagner 400 ou 500 000. Et mieux nourrir leur famille. Ils ont refusé de rêver. Des gros esclaves en réalité. Et ils sont certains, ils sont, c'est-à-dire que dans la bêtise, parce qu'il faut le dire, il faut utiliser les termes clairs, dans la bêtise, ils sont tellement convaincus de leur engagement qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils ne valent rien, qu'ils sont utilisés. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont utilisés. Mais c'est terrible. Il ne faut pas, on ne peut pas accepter qu'on empêche des gens de dire qu'il y en a marre. Le devoir d'un citoyen, à un moment donné, c'est de prendre son destin homme et de dire, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de l'oppression. Nous sommes fatigués du vol. Monsieur Biya, d'après Transparency International, a dépensé 95 milliards de francs CFA pour des voyages en 35 ans. C'est petit. Je vous dis que c'est petit. C'est très mal calculé en réalité. Très mal. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'entrent pas en compte. J'ai fait la même enquête ailleurs. C'est très mal. Et imaginez ce qu'on peut construire en 95 milliards, avec 95 milliards. Plus grave, je dis bien plus grave, le projet d'adduction d'eau de Yaoundé, qui est géré par Atanganakuna, coûte 3 fois plus cher que le même projet qui est actuellement construit au Liban. Je dis bien 3 fois plus cher que le projet en cours au Liban. Vous vous rendez compte que le projet pour alimenter Yaoundé coûte actuellement 3 fois plus cher que celui qu'on est en train de construire pour alimenter Beyrouth au Liban? C'est près de 200 milliards qui ont été volés. Et vous demandez aux gens de rester tranquilles? De rester tranquilles? Si vous ne le faites pas partir, c'est vous qui allez mourir. Vous voyez des Camerounais, tous les jours ils ont des problèmes. Ma tante a ceci, elle est hospitalisée. Je n'ai pas pu envoyer mon enfant là-bas. Les problèmes les plus basiques du monde, ils n'arrivent pas à résoudre. Mais ils viennent te dire qu'il faut maintenir le tyran au pouvoir. C'est incompréhensible. Si vous le maintenez, si nous le maintenons, nous ne comprenons pas seulement nos vies. Nous compromettons la vie de plusieurs générations. C'est pour ça que le chassement, le pouvoir du peuple, la prise de la poste centrale, l'armée ne va pas tirer à la poste centrale. Vous comprenez? L'armée, si nous prenons d'assaut la poste centrale dans les mois à venir, l'armée ne va pas tirer à la poste centrale. Parce que l'armée sait qu'aujourd'hui, il y en a marre. Le peuple est fatigué. Même l'armée est fatiguée de Biya. C'est pour ça qu'il a fait les nominations dans l'armée. La réforme de l'armée que vous voyez circuler, les nominations d'hier, c'était pas gratuit. C'est parce que ça ne va pas également dans l'armée. C'est tout le pays qui est paralysé. Et quand le pays est paralysé, il nous reste une seule chose à faire. Dégager l'auteur.
On aurait pu parler de dégagement, mais on peut faire parler de chassement. J'en ai terminé. Merci, chers amis.